Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'examen de juin 2018. Donc, dans le cours ici, vous allez dans le dossier examen juin 2018 et vous avez le fichier ici. On le corrige donc dans cette vidéo. Bien, alors, voilà. On a ici une question. Donc, un examen écrit en présentiel a toujours la même forme, c'est-à-dire une question avec des statistiques descriptives à une dimension. Voilà, une analyse classique avec le tableau de données, le graphique, les paramètres statistiques, etc. Et ensuite, c'est vrai que on avait ici des primitifs que je demandais, que je ne demande pas cette année. Donc, voilà. À la place, je vais vous montrer ce que je peux donner également comme question. Voilà, puisque maintenant, je ne fais plus que des stats au deuxième quad. Voilà, donc, on a ici donc un service d'aide aux clients d'une marque très connue qui reçoit un ensemble d'appels sur toute une journée. Ce service est disponible entre 8h et 23h. Voilà la répartition des appels en fonction des heures de la journée. Donc déjà, vous voyez que on a des données ici dans justement des intervalles, dans des classes. Donc on a des données continues. Voilà, c'est la première chose à se dire, c'est des données quantitatives continues. Et on a les valeurs qui sont ici, établi le tableau de données statistiques. Donc pour ça, je vais utiliser Excel, bien entendu. Donc je vais, voilà, zoomer un petit peu si j'y arrive. Ok, bien. Bien. Ok, hop. Voilà, très bien. J'ai besoin un petit peu. Parfait. Donc, je vais simplement ici d'abord recopier les données, 8, 10, 10, 12, etc. Ce sont mes classes, donc ce sont mes CI. On va avoir les XI, le centre des classes, puis on va avoir évidemment, comme d'habitude, les NI, puis les FI, les grands NI, les grands FI, puis on va avoir évidemment les NIXI et les NIXI carré pour calculer les autres différents paramètres. Voilà, donc là je vous fais pas un beau tableau, je fais juste comme ça pour la correction. Donc là 8, 10, évidemment vous c'est vrai que vous devez plutôt l'écrire comme ceci en théorie, 8, 10, et là on met un intervalle comme ça. Je rappelle que si je mets les crochets dans l'autre sens, ça ne change absolument rien. Puis on a 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22, et enfin 22, 23. Voilà, donc là je vais, hop, 10, 12, 12, 14, hop, 14, 16, hop, 16, 18, 18, 20, hop, 20, 22, et enfin le dernier, 22, 23. Et vous voyez qu'il y a une petite différence, puisque lui, il a c'est un intervalle d'1 heure, alors que les autres sont des intervalles de 2 heures, mais ça ne change évidemment rien au calcul à effectuer. Donc là, les XI, ce sont les milieux de classe, dans le cas de données continues. Donc on a ici 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 et 22,5. Voilà. On a ensuite les NI, donc les NI qui sont ici le nombre de données dans chacune des classes, qu'on a ici, donc 5, 4, 1, 7, 9, 25, 4, 1. Donc 5, 4, 1, 7, 9, 25, 4, 1. Voilà. Et donc ensuite, on a recopié simplement ici notre tableau, on a ajouté les XI qui sont les centres de classe, mais voilà, là j'ai recopié le tableau qui est ici, mais sous un format un peu plus correct. Donc les FI, je rappelle, ce sont les fréquences, donc je divise simplement mes NI par le grand N, et le grand N c'est quoi? Je vais évidemment le calculer, c'est-à-dire que c'est la somme de tout ça. La somme des NI, ça vous donne le grand N, c'est l'ensemble de toutes les données.
Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui ont téléphoné entre 8 et 10 heures, 4 personnes entre 10 et 12 heures, et ainsi de suite. Donc la somme de tout, c'est le nombre de personnes totales qui ont téléphoné. Il y en a 56. Voilà. Et donc je divise chacune des valeurs ici par 56 et ainsi de suite. Donc là, je vais dérouler, hein, mais vous, évidemment, normalement, si vous avez un examen écrit classique normal, ben, vous devez simplement utiliser votre calculatrice et déterminer toutes les valeurs qui sont là. Voilà. Le NI, ben là, ici, on a cette valeur-là. Voilà. Ensuite, on additionne à cette valeur la valeur suivante. Hein, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Donc, c'est ça plus ça. Voilà. Et puis, ben, je tire, hein, tout simplement. Voilà. Et évidemment, on doit retrouver grand N ici, la valeur tout en dessous. Pour les FI, ben, on fait exactement la même chose, mais à partir des FI. Enfin, pour les grands FI. Et donc, voilà, on associe et on doit obtenir évidemment 1 à la fin. Voilà. Les NIXI, ben, il suffit de multiplier les NI par les XI. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc, on associe, et enfin ici, les NI XI carré, NI fois XI fois XI, non pas dollar, j'ai mis dollar, ah oui d'accord, j'ai mis dollar, fois XI, et voilà, et je tire, et j'ai toutes les valeurs. Bah, ici je vais faire la somme de tous les NI XI, dont je vais avoir besoin plus tard pour calculer ma moyenne, et ici je vais faire également la somme de tous les NI XI carré, dont je vais avoir besoin pour calculer ma variance. Donc voilà, évidemment, je sais bien que ça va beaucoup plus vite sur Excel que quand vous le faites en réel sur une feuille, mais au final, faire le tableau, c'est pas très compliqué, et ça, ben, je vous avouerai que j'ai quasiment jamais d'erreur, à part des petites erreurs de détail, de calcul dans le tableau. Donc je vous dis peut-être un peu les erreurs que je rencontre. Les FI en général, tout le monde sait ce que c'est. Les grands tennis, oui, parfois il y a une erreur de calcul qui fait qu'on n'a pas le grand N ici à la fin, ou bien qu'on n'a pas le 1 ici à la fin. Donc ça, il faut faire évidemment attention. Attention aussi avec vos arrondis. Dans les NXI, là, il n'y a pas d'erreur. Par contre, dans les NXI carré, parfois on fait l'inverse. On fait soit le NXI qui est là et on met tout au carré. C'est pas le cas, c'est bien uniquement le XI qui est au carré. Soit on me fait le XI fois NI au carré. Ça, ce sont les erreurs de distraction un petit peu classiques. Voilà, sinon, j'ai envie de dire que pour la construction de ce tableau, c'est pas très compliqué de base. Maintenant, les graphiques que vous avez à faire. Mais comment ça se passe un graphique? Bah, écoutez, c'est tout simple. Le premier graphique, je rappelle, la représentation des données, ce sont des histogrammes. Donc là, en l'occurrence, sur Excel, je vais essayer de vous le faire du mieux possible. Voilà, un histogramme, je vais d'abord sélectionner les données. Hop, voilà, je prends les classes, et je prends les NI, voilà, et je vais insérer un graphique comme ceci, voilà. Donc ça me donne le graphique, voilà, qui représente des données, qui représente les données. Donc je vais écrire que c'est la représentation des données. Alors attention, petite différence, vous, ce que vous devez obtenir, que moi j'obtiens pas, c'est que les, enfin que j'obtiens pas ici, mais je peux le faire, hein, je pense que, voilà, non, ok, voilà, voilà, c'est ça. Donc ici, donc je vais dans les options de graphique, non, je vais sélectionner les données, voilà. Alors, il faut regarder la bordure, etc. La largeur. Voilà, hop. Et vous allez voir, je vais les faire se coller. Puisque c'est évidemment ce qu'on veut. Bon. Voilà. Donc, la seule différence, c'est que vous devez avoir des trucs qui se collent. Hein, donc, pour montrer que les données sont continues, les histogrammes doivent bien se coller. Vous n'êtes pas, obligé d'avoir des bords inclinés comme ça. Hein. Moi, j'ai des bords tout droits. Et c'est très bien, évidemment. Donc, voilà, vous prenez pas la tête là-dessus. Par contre, c'est important que tout soit collé et que les valeurs ici des données, il ne faut pas mettre les classes, justement. Il faut mettre les valeurs. C'est-à-dire qu'il faut mettre 8 ici à gauche, 10 ici. Puis après 12 ici, 14 ici, 16 ici, 18 ici, 20 ici, 22 et 23. Il faut normalement pas écrire les données
comme ceci, mais bon, moi sur Excel, c'est un peu difficile de le faire. Et donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça, à part l'axe ici, qui change un petit peu. Donc ça, c'est juste la représentation des données, pas un graphique non plus très compliqué à faire, très peu d'erreurs. Ensuite, on a la fonction de répartition, et là par contre, on a un petit peu plus souvent des erreurs. La fonction de répartition, je rappelle que c'est la fonction qui représente les grands FI qui sont ici. Alors, ici, il faut bien comprendre la différence entre le côté discret, où là on a quelque chose en escalier, et ici on a simplement des segments de droite qui relient tous les points. Donc au final, ce que je peux faire, mais je vais simplement écrire des données comme ça. Donc en 8, on est à 0, évidemment. D'accord? C'est-à-dire que quand on commence en 8, on est à 0. Puis je vais jusque 10. Et en 10, j'ai cette valeur-là. Et ainsi de suite. Donc, je vais les mettre comme ceci. Ah oui, d'accord, il ne veut pas parce que ça ne correspond pas. D'accord, donc je dois mettre égal ceci. Voilà. Et puis je tire vers le bas. Voilà, très bien. Donc 10 ici, ensuite 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Voilà. Donc là, je suis juste obligé de faire ça simplement pour représenter un graphique plus facilement. Voilà mon graphique en nuage de points. Et voici. Donc vous voyez, on commence à 0 en 8. Avant, normalement, ça continue. Hein. Donc, je pourrais rajouter en fait ici qu'on va jusque 0, 0 par exemple. Hein, voilà. Et si je fais un nuage de points à partir de là, ben, voilà, c'est comme ceci, voilà, vous voyez, on va jusque 0, et là on continue même plus loin jusque 1, donc par exemple je vais mettre 31, voilà, et si je fais un graphique en nuage de points comme ceci, ça représente même encore mieux la fonction de répartition. Voilà, fonction de répartition. Voilà, très bien. Ok, maintenant, ensuite à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, donc vous voyez qu'on est à 0 jusqu'au 8, et après 23 on est à 1, et entre les deux, je relie des points par des segments de droite, et c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement dans le cas continu. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué non plus la fonction de répartition, donc les niveaux graphiques, ça va. Enfin, j'arrête pas de dire que c'est pas très compliqué, mais bon, en même temps, c'était le début du cours, depuis on a fait des choses quand même un peu plus complexes, donc je pense que cette première partie-là, en général, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Bien, donc là on a les tableaux de données, on a les graphiques. Maintenant, on est à la phase suivante, c'est-à-dire l'ensemble des statistiques à tendance centrale, c'est-à-dire mode, médiane, moyenne, et les statistiques de dispersion, étendue, variance, écart. Voilà. Donc, pour calculer toutes ces valeurs, voilà, maintenant que je vous ai fait le graphique, bon, je vais le laisser là quand même. Ouais, je vais le laisser là. Je vais le mettre de côté comme ça. Voilà. Ok, donc maintenant, comment je vais faire pour déterminer toutes ces différentes valeurs? Ben, je vais faire une petite zone de texte ici, voilà, hop, comme ceci. Donc le mode, ici, ben déjà, on ne dit pas mode dans le cas de données continues, mais on dit bien sûr classe modale. Voilà, la classe modale, c'est la classe qui revient le plus souvent. Donc là, ben, c'est très simple, on voit qu'ici on a 25, donc c'est 18-20. Voilà, donc la société reçoit le plus d'appels entre 18h et 20h. Là, le mode, pas très compliqué. Ensuite, on a la moyenne. Donc la moyenne, eh bien la moyenne c'est égal à quoi? Mais il vous suffit de faire ici. Voilà. Enfin, je vais le mettre là. Attendez, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc voilà, hop. Voilà, je vais mettre ça de côté. Ça, je vais le mettre de côté aussi pour l'instant. Pour la moyenne, ben, c'est facile. On a fait la somme des NI xi sur n. Donc, c'est ça, la formule de la moyenne. Donc, ici, je vais calculer la moyenne. Donc, c'est égal à la somme des NI xi qu'on a calculé. On divise par grand N ici, qui est là, 56. Et on obtient la moyenne de 16,8125. 16,8125. Maintenant, on passe à la partie la plus complexe, je dirais, de
cette analyse descriptive, de statistiques descriptives, c'est le calcul de la médiane et des quartiles. Donc je rappelle pour commencer que, je ne sais pas si j'en donnais un déjà ici ou pas, mode médiane et statistiques de dispersion, non, je ne les donnais pas. Ok. Donc, d'abord, la médiane, c'est la statistique qui se trouve à 50%. Donc, à 50%, on prend les grands FI et on regarde à quel moment on dépasse 0,5. Je vois que je dépasse 0,5 ici. Parce que avant 0,46, donc on est encore en dessous de 0,5. Donc ici 0,9, je suis au-dessus de 0,5. Je suis donc dans la bonne classe. La bonne classe qui est la classe 18-20. Je sais que 18, la valeur 18, et ça je peux aller vérifier dans ma fonction de répartition, je sais que la valeur 18, ici, elle correspond à 0,46, et je sais que le 20 qui est là, il correspond à 0,91. Donc ce sont les valeurs qu'on a ici. 18, 0,46, 20, 0,91. Donc, pour mon calcul de médiane, je trouve d'abord l'équation de la droite. D'accord? Donc, je cherche y égale mx plus p. Voilà. Donc d'abord, je cherche le m. Donc le m, c'est delta y sur delta x. Donc ici, je vais faire le delta y, c'est-à-dire 0,91 moins 0,46. Je vais les mettre entre parenthèses. Hop. Que je divise par le delta x, c'est-à-dire 20 moins 18 par 2. Je mets 2 directement. Voilà, j'obtiens donc le m. Maintenant, pour trouver le p, je vais prendre un point et je vais remplacer par ce point-là et je vais trouver le p. Je sais donc forcément que p est égal à y moins mx. Voilà, là il me suffit de faire passer le mx de l'autre côté. Donc du coup, pour avoir le p, comme je sais que c'est y moins mx, je prends le y d'un de mes points, par exemple le premier, celui à 18. Donc je prends le y qui est là, voilà, moins le m que j'ai calculé, fois le x que je connais, qui est donc de 18. Et voilà, j'obtiens le p. Donc maintenant, j'ai ma droite, qui est y égale 0,22x moins 3,55. Voilà. Et à partir de là, je dois trouver le x pour un y de 0,5. Voilà. C'est ça qui va me donner ma médiane. Et donc, je remplace ici dans mon équation y par 0,5 et je trouve le x à partir de là. C'est-à-dire que si je prends mon équation de départ ici, je sais que x est égal à y moins p, le tout divisé par m. Donc là, j'ai isolé le x dans mon équation. Je fais y moins p et je divise par m pour isoler le x. Donc, à partir de là, je peux trouver le x, c'est facile. Il suffit de remplacer par les valeurs. Donc x, il va être égal à, le y vaut 0,5. Donc je fais 0,5 moins le p, qui est ici. Voilà. Et je divise par le m, qui est ici. Et hop, je trouve 18,16. Donc ma médiane serait de 18,16. Ce qui semble assez plausible, puisque entre 18 et 20, on va entre 0,46 et 0,91. Donc 0,5 est assez proche de 0,46, donc en toute logique, la médiane doit être assez proche de 18. Et donc j'ai une médiane de 18. Voilà, je vais la noter ici. Médiane égale 18. Et pour les quartiles, c'est le même fonctionnement. Donc premier quartile, on cherche 0,25. 0,25, la première valeur dans les grands FI, ici, qui est supérieure, c'est à 0,3. Donc on est dans la classe 14-16. Voilà. Donc, ok. Q1. Donc on a de nouveau y égale mx plus p, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tout renoter, je vais juste calculer directement le m. Donc le m, c'est delta y sur delta x, mais là on est dans la classe 14-16. Donc je prends les y, c'est-à-dire ça moins ça, voilà, divisé par 16 moins 14, c'est-à-dire divisé par 2.
Voilà, le P, je fais pareil que ce que j'ai fait avant, PY moins MX. Donc, je prends un point, par exemple le point 16 cette fois-ci, allez, voilà, le point 16. Je fais donc Y moins M fois le X, c'est 16. Voilà, et j'obtiens le P. Ensuite, j'ai mon équation de droite qui est y égale 0,0625x moins 0,60. 9, non, 0,70 puisqu'on arrondit le 6. Voilà. Et à partir de là, hop, je cherche le x pour un y de 0,25. Vous voyez que pour calculer mon quartile, je n'ai pas oublié de vérifier dans quelle classe on était avant. C'est important parce que vous voyez qu'on a complètement changé de droite. Je n'ai pas pris la même droite que j'avais utilisée pour la médiane. Donc j'ai la formule du x qui est là. Et donc, ça va me donner donc y moins p, c'est-à-dire égal, hop, y moins p, le y, je l'ai dit, c'est 0,25 moins le p, le tout divisé par le m, et voilà, on obtient 15,14. Donc là, voilà, on obtient bien une valeur entre 14 et 16. Vous voyez. Ensuite, il ne reste plus que le Q3. Et le Q3, ce qui est intéressant, c'est que c'est 0,75 et on se rend compte que 0,75, la valeur directement supérieure, c'est 0,91. Donc, on est dans la même classe que tout à l'heure. Donc, on ne doit pas recalculer l'équation de la droite. On doit juste, donc, voilà, même droite que la médiane. Donc, on remplace y par 0,75 pour trouver x. Voilà. Et donc, j'ai x égale. Donc là, je prends toujours la même formule de x dans ma droite que j'avais utilisée ici. Sauf que je mets un y à 0,75. Donc, hop, 0,75 moins p, qui était ici, le tout divisé par m. Et j'obtiens 19,28. Et voilà mon troisième quartile. Donc le premier quartile, je ne l'avais pas noté, il était de 15,14. Ici, voilà. 15,14. Et le quartile 3, il est égal à, on vient de le calculer, 19,28. Voilà. Voilà, donc là on a fait la partie la plus compliquée, calculer la médiane et les quartiles. Maintenant il ne reste plus que la partie dispersion. Donc la partie dispersion, d'abord on a l'étendue. Donc l'étendue, on prend la valeur maximale moins la valeur minimale, donc c'est 23 moins 8, c'est-à-dire 15. L'intervalle interquartile, il suffit de prendre le troisième quartile moins le premier quartile, donc 19,28 moins 15,14, je peux le faire mentalement, ça fait 4,14. Ensuite, on cherche la variance, et pour calculer la variance, eh bien, on utilise la valeur qu'on a ici. Donc, attendez, je vais tout décaler comme ça, encore. Voilà, très bien. Donc là, je cherche la variance. Et donc là, vous appliquez la formule. C'est-à-dire que c'est 1 sur n, somme des nx carré. Donc c'est le machin qu'on a calculé là, divisé par n. Mais on n'oublie pas d'enlever la moyenne au carré. Donc j'enlève la moyenne qu'on a calculée, que je mets au carré, donc en multipliant par elle-même. Et on obtient du coup la variance de 12,05. Et ensuite, on a l'écart type qui est égal à la racine de la variance. Et donc, il me suffit d'aller chercher la racine de ceci. Et voilà, j'obtiens ma variance et mon écart type. 12,51 et écart type qui est égal à 3,54. Voilà. Maintenant, vous devez analyser ces données. Donc, enfin, analyser, c'est une petite phrase, ou deux, quoi. Donc, c'est pas énorme comme analyse. Donc, vous devez m'analyser à la fois la position et la dispersion. Donc, au niveau de la position, on peut dire que les données sont centrées autour de 17, entre 17 et 18, puisque la moyenne est de presque 17 et la médiane est de 18. Donc,
voilà au niveau de la position des données. Donc si on parle d'une classe en particulier, on peut dire que comme le mode est la classe modale 18-20, on peut vraiment dire que 18 semble être la position centrale des données. Ensuite, au niveau de la dispersion, on voit que par exemple ici on a une étendue de 15 et un intervalle interquartile de 4. Ça veut dire qu'il est à peu près 4 fois moins grand que l'étendue. Or, l'intervalle interquartile, ça représente 50% des données, puisqu'on va à la donnée du premier quart jusqu'à la donnée du troisième quart. Donc, c'est les 50% de données centrales. Et donc, on voit que les 50% de données centrales sont sur un assez petit écart de 4, alors que toutes les données sont sur un écart de 15. Donc, on peut dire que les données sont plutôt regroupées autour du centre, qui se trouve en 18. Et on voit que l'écart type confirme ça, puisqu'il est de 3,54. Et je rappelle que quand on prend la moyenne et qu'on fait plus ou moins l'écart type, on obtient 60% des données. 70% des données, pardon, 68% pour être précis. Donc, en simple, là vous pouvez évidemment écrire une phrase un peu comme ce que j'ai dit, mais en simple, la position centrale est plutôt autour de 18 et les données sont plutôt rapprochées autour de cette position centrale. Chose qu'on aurait pu deviner rien qu'en regardant les données, évidemment, mais le but c'est quand même d'analyser ces données pour se rendre compte qu'on ne tire pas des trucs de nulle part. Et donc, forcément, quand on voit qu'on a 25 données dans cette classe-ci, on se doute que les données vont être centrées à peu près autour de là, et que on a beaucoup de données à cet endroit-là, donc c'est logique qu'on va avoir beaucoup de données proches du centre. Voilà. Donc ça, c'était pour la résolution complète de cette question 1. Donc je ne vais évidemment pas résoudre les questions 2 et 3 ici avec vous. Si vous voulez la correction, vous pouvez toujours me la demander. Il n'y a pas de souci, mais forcément, j'ai pas vu d'intégrale avec vous. Je vais pas vous poser des questions sur les intégrales. Ça semble logique. Par contre, ensemble, on a vu les données à 2 dimensions et on a vu également également non, ça fait partie des données à 2 dimensions. Donc vous devez être capable de calculer une covariance, un coefficient de corrélation, et vous devez également être capable de calculer une droite de régression. Donc, je vais regarder à ça en vitesse. Attendez, ouais, j'avais prévu mon fichier. Je sais pas où il est. Hop. Non, c'est pas ça. Aïe aïe. Attendez, hein. Je me dépêche pour vous. Ça, c'est ok, ok. Donc, alors, hop. Bon, hop. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Ok. Donc, j'ai un autre examen que je vous enverrai, où j'ai ici des données, voilà, des données de niveau première dimension, que vous devez calculer. Et puis également, ensuite, vous avez des questions ici sur des données à 2 dimensions. Et puis vous avez des questions à choix multiples qui vous entraînent sur le type de questions que vous pouvez avoir au niveau choix multiples. Donc, je vais ici vous fournir également ce fichier. Et dans cette vidéo, du coup, je ne corrige pas du coup la question 1, hein, puisque la question 1, c'est une question du même style que celle-ci, à part qu'ici, non, ici aussi on a des données continues. Donc voilà, je vous fournirai évidemment ce document également. Donc ici, on a des données à 2 dimensions, et je demande de déterminer la covariance et le coefficient de corrélation. Donc là, on va partir ici sur un nouveau fichier. Voilà.
Hop. J'essaie de nouveau d'agrandir et je n'arrive pas à zoomer, ça m'énerve. Voilà. Hop, hop. Voilà, ça c'est mieux. Très bien. Donc, on en est là. Ok. Voilà. Donc, on a ces données-ci qui sont dans un tableau, cette fois-ci, de contingence, hein, comme vous l'avez compris. Donc, encore une fois, je vous conseille de faire l'exercice avant de essayer de faire l'exercice avant d'avoir la correction ici. Et voilà. Donc ici, vous avez les données d'une des deux dimensions et les données de l'autre dimension. Donc ici, on compare les données d'avant, c'est-à-dire que ici, on a le temps, le temps passé dans le logement pour les ménages, et ici, on a du coup la surface du ménage en mètres carrés. À savoir que, comme vous pouvez le voir, dans ce genre d'examen, je me base sur la première question, pas parce que je veux des questions à tiroir, au contraire, parce que je compte bon, même si vous vous êtes trompé dans les paramètres de la première question, simplement parce que pour faire tous les calculs, on va avoir besoin de calculer la moyenne et la variance, et on les a donc déjà calculés dans le premier. Mais ici, c'est pas grave, je vais les recalculer, ça ne change pas grand-chose. Donc, ici, je vais recopier tout ça, donc je vais d'abord les recopier comme ceci, hein. Voilà, hop, donc je viens ici, et là, je mets mes différentes valeurs, donc 0, bon ici je note pas de la bonne manière, mais c'est pas grave, l'important c'est de faire les calculs de covariance et coefficient de corrélation. 0, 1, 1, 2, voilà, mais non, qu'est-ce qu'il me fait non. Je vais devoir noter comme ça, 2, 3, 3, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25 et 25, 30. Voilà. Bien. Donc ici, on en a donc 12, 3, 0. Je vais peut-être faire plutôt par colonne. Non, ça ira vite. 12, 12, 11, 7, 3, 2, 1, 0, 0. Ici, on avait donc 3, 4, 6, 6, 6, 5, 2, 0, 0. Et enfin ici, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 2. Et voilà. J'ai recopié ces données. Très bien. Donc je vous rappelle que quand vous avez ce genre de données, vous devez faire quoi? Déjà calculer les données marginales. Donc c'est-à-dire que ici, je vais calculer la somme de tout ce qu'on a là. Hop, voilà. Ça me donne les données marginales pour tous ceux qui vont de 0 à 100. On a 100 mètres carrés. La somme de tout ceci ici. Et on a ici la somme de tout ceci. Voilà les données marginales. Et on a évidemment ici la somme de tout ça qui me donne le grand N. Le grand N qui dans ce cas-ci valait 100. Voilà. Donc, la somme de tout ceci. Non, pas tout ça. Tout ça. Voilà. Ok. Et donc là, je peux également tirer vers le bas. Et voilà ce qu'on a. Donc là, ça me donne les données. Je vais peut-être plutôt faire ça ici. Voilà. Ok. C'est bon. Très bien. Donc, maintenant qu'on a ça, ben, comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais appliquer les formules de covariance et de coefficient de corrélation. Bon, d'abord, effectivement, il faut connaître la moyenne selon les x et la moyenne selon les y. Donc là, je vais évidemment le faire d'abord. Moyenne des x. Ok, voilà. Moyenne des y. En fait, je vais plutôt moyenne x, moyenne y, variance x et variance y. Voilà. Donc là, la formule, c'est 1 sur n somme des n xi.
Donc ici, je fais la somme de tout ça. Voilà. Que je divise par grand N qui est ici. Voilà. Hop. Non, je suis bête. C'est les NIXI. Oh, excusez-moi, là, je dis des bêtises. On a besoin effectivement des XI plutôt que des valeurs qui sont ici. Donc là, je vais écrire les XI. C'est 0,5, 1,5. Non, mais pourquoi il va me mettre 3,5, 4, 12,5. Non, pas 4, qu'est-ce que j'ai mis 7,5, 12,5, 17,5, 22,5 et 27,5. Donc là, j'ai écrit les milieux de classe, d'accord, plutôt que les classes, parce que c'est ce dont je vais avoir besoin pour faire mes calculs. Vous savez bien que pour tout ce qui est moyenne et variance, on utilise bien les milieux de classe. Voilà. Donc là, je vais essayer de changer le format, puisqu'il croit que c'est une date. Format standard, voilà, c'est bon. Donc, la moyenne, mais donc c'est la somme des NIXI sur N. Donc, c'est-à-dire que je vais faire la somme des NIXI. Donc, en fait, c'est une somme prod. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes formules que moi, évidemment. Je fais les NI, les XI, pardon, les NI. Voilà, hop, et ça me donne 583. De nouveau, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez juste faire 0,5 x 15, plus 1,5 x 17, plus 2,5 x 19, plus 3,5 x 15, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des formules que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. De toute façon, vous, quand vous êtes votre feuille de papier, vous n'avez pas la même chose que moi. Mais bon, en gros, vous faites NI fois X, pardon, XI fois NI, et vous faites la somme de tout. Voilà. À la limite, ce que vous pouvez refaire, qui est le plus simple, c'est que vous renotez vos XI, vous renotez vos NI dans un tableau à côté, et à partir de ce tableau à côté, vous calculez les moyennes et les variances indépendamment. À savoir que, comme je vous l'avais dit, si vous faites l'examen que je vous propose ici, ben vous aurez déjà calculé la moyenne et la variance pour les X, il ne vous restera plus qu'à calculer la moyenne et la variance pour les Y. Voilà. Donc pour les Y, ben je vais faire évidemment la même chose. Somme prod de ceci et ceci. Voilà. Ah, il veut pas. Comment ça se fait? Pourquoi ne veut-il pas? Erreur due à un nom non valide. Et sur cette erreur, qu'est-ce qui me... Ah, non, faute de frappe dans le... Ah bah oui, voilà, j'ai mis un espace entre somme et prod. Voilà. Ok, 12 200, oui, parce que j'ai oublié de diviser par n. Il faut évidemment pas oublier de diviser par n. Hop. Diviser par 100. Voilà, et ça, je divise également par 100. Et voilà. Donc on a une moyenne de 122 mètres carrés et on a une moyenne de 5,3, 5,83 en passé dans le bien. Alors la variance ici, c'est quoi? Je vais devoir faire d'abord une colonne ici des xi carré. Je vais faire les xi carré, voilà, puisqu'on fait les ni fois xi carré, n'est-ce pas? Voilà, et ici je vais également faire les yi carré, hop, comme ceci. Voilà. Donc la formule de la variance, c'est somme des ni xi carré divisé par grand N. Le tout, vous enlevez la moyenne au carré. Donc là, de nouveau, vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme c'est. Je vous demande pas de maîtriser Excel. Hein. Je vous demande de maîtriser les formules. Donc ici, pour faire du coup la variance, je fais la somme des ni xi carré divisé par n. Donc là, je fais de nouveau une somme prod des valeurs qui sont ici. Ça, ce sont les ni avec les xi carré. Du coup, voilà, comme ceci. Hop, je prends cette valeur, je la divise par grand N et j'enlève ensuite la moyenne au carré. Et ça me donne une variance de 40. Je fais la même opération du côté de la variance en Y. Donc je prends les valeurs qui sont ici
avec les valeurs qui sont là. Je divise par grand N et j'enlève la moyenne au carré. Et ça me donne 6016 de variance. À partir de là, on peut calculer évidemment les écarts types de x et de y. Donc c'est la racine de la variance. Voilà. Et ici, je fais également la racine de la variance. Donc voilà, on a ces valeurs-ci qui sont obtenues. À partir de là, il n'y a plus qu'à calculer la covariance et le coefficient de corrélation. Donc, on applique la formule. La formule de la covariance, je la rappelle, donc c'est 1 sur n, somme sur i, somme sur j, des nij, xi, yj. Puis vous enlevez à ça les moyennes x bar fois y bar. Enfin bon, c'est vrai que celle-ci est un petit peu plus compliquée, donc je vais peut-être la noter. Hein, voilà. Covariance, mais bon, normalement, de toute façon, c'est comme dans le cours, n'est-ce pas? Équation, voilà, hop. Voilà, donc c'est 1 sur n, somme, voilà, grand opérateur, hop, somme sur i, grand opérateur, somme sur j, des nij, xi, yj, je vais mettre des espaces, ce sera plus clair, nij, xi, yj, voilà, le tout moins la moyenne en x et moyenne x fois moyenne y. Voilà. Je vais même mettre des fois, ce sera plus clair. Voilà. nij fois xi fois yj moins la moyenne x moyenne y. Donc tout ce que j'ai là, et je l'ai déjà, c'est-à-dire que je fais donc la somme sur i des nij fois xi yj. Ça revient à faire quoi? Ben, ça revient à prendre chacune des valeurs qui est ici, dans le tableau, toutes les valeurs du tableau qui sont ici, d'accord? Que je vais à chaque fois multiplier par cette valeur-là, et ainsi de suite. Donc pour ça, ici sur Excel, je vais faire un tableau. Vous, en pratique, comment est-ce que vous calculez? Ben, vous faites 12 fois 0,5 fois 50, plus 12 fois 1,5 fois 50, plus 11 fois 2,5 fois 50, et ainsi de suite, comme on a déjà vu pour la covariance. Voilà, moi je vais refaire un tableau, ce sera plus simple, évidemment. Donc je vais faire égal ça, fois ça, fois ça. Voilà. Et comme je vais bouger à droite, le 0,5 ici ne peut pas bouger. Donc le 0,5 c'est le A3. Il ne peut pas bouger quand je vais à droite. Donc le A doit rester. Et le 1 ici doit rester également, puisqu'il ne peut pas bouger quand je vais vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Voilà. Et ici, on a ceci. Donc voilà. Là, j'ai fait un tableau avec, à chaque fois, l'opération 12 fois 0,5 fois 50, ça fait 300. 12 fois 1,5 fois 50, ça fait 900, et ainsi de suite. Et toutes ces valeurs-là, c'est ici dans ma formule. Donc je vais en faire la somme, et je vais diviser par grand N. Donc c'est égal à la somme de tous ces machins-là. Voilà. Hop. Somme de tous ces machins-là, divisé par grand N, donc divisé par 100, moins la moyenne x fois la moyenne y, moins donc la moyenne x fois la moyenne y, et on obtient 278,24 de covariance, mais ce qui nous intéresse plus, évidemment, c'est le coefficient de corrélation, qui va être égal à sigma xy, donc la covariance, divisé par sigma x, sigma y. Donc ouais, il ne veut pas parce que j'ai déjà commencé ma formule, c'est pas grave. Donc je vais venir ici, voilà. Le coefficient de corrélation, lui, il est égal à, hop, une équation ici. Donc
une fraction, voilà. Donc c'est sigma xy sur sigma x, sigma y. Donc sigma xy divisé par sigma x, sigma y. Voilà. Et donc, le coefficient de corrélation est ici égal à ceci divisé par ceci fois ceci. Et voilà, il est toujours compris entre 0 et 1, et ici il est à 0,56. Donc je rappelle qu'on a un bon coefficient de corrélation à partir de 0,7. 0,8 il est très bon et 0,9 il est excellent. Ici on n'est même pas à 0,7, donc ça veut dire qu'on a une mauvaise corrélation. Donc on n'a au final pas une bonne corrélation entre les données. Donc le fait qu'on reste un certain temps dans l'appartement par rapport à la durée qu'on reste dans l'appartement n'a pas de lien avec la surface, la superficie de cet appartement. Et voilà. Ensuite, voilà, covariance et coefficient de corrélation. Je rappelle que je peux également poser des questions sur la régression linéaire, même si dans cet examen, il n'y en avait pas. Et ensuite, des questions à choix multiples. Donc, voilà, un petit peu comme ce que vous aurez. Donc ici, je vous les fais avec vous. Un petit questionnaire dans la classe. La première question, si vous êtes pour ou contre les gilets jaunes, quel type de données? Donc le fait d'être pour ou contre les gilets jaunes, c'est une question où on vous demande soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, mais on ne peut pas émettre de jugement. Donc ce sont des données nominales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre dans les choses. Vous êtes pour ou vous êtes contre, mais on ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre, donc ce sont des données nominales. Donc elles sont aussi qualitatives nominales. Ici, combien de langues étrangères vous parlez couramment? Donc là, vous allez répondre à un nombre, donc ce sont des données quantitatives, mais discrètes et non pas continues, puisque vous allez donner un nombre précis, on va avoir un nombre de réponses illimitées. Qu'est-ce qui est vrai pour la covariance? Eh bien, la covariance n'est pas toujours positive, elle peut être négative, puisqu'on peut avoir une corrélation négative entre les données. Elle n'est pas comprise entre -1 et 1, elle peut être nulle, et donc, ce qui est vrai, c'est que dans un tableau, on doit d'abord multiplier les effectifs par les xi et les yj, et donc c'est effectivement ce qu'on a fait ici dans le calcul de la covariance, donc c'est bien ceci qui est la bonne réponse. On n'a pas besoin des écarts. Ensuite, quelles sont les propositions vraies pour la variance? Elle est toujours positive, c'est vrai. Elle peut être nulle par contre, et elle est égale au carré de l'écart type, c'est vrai aussi. Donc la variance est toujours positive et elle est égale au carré de l'écart type. Elle est définie comme la moyenne des écarts par rapport à la moyenne, donc c'est la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne, donc ça c'est pas vrai, et on n'a pas besoin de la médiane pour la calculer. Maintenant, la corrélation entre obésité et cigarette. La corrélation est parfaite de sorte que plus les gens fument, moins ils sont obèses. Que voudra le coefficient de corrélation? Plus les gens fument, moins ils sont obèses, ça veut dire qu'on a une corrélation négative. Donc ça veut dire que si la corrélation est parfaite en plus, une corrélation parfaite c'est 1 ou -1. En l'occurrence ici, comme elle est négative, la réponse est -1. Je possède 10 sacs contenant chacun 10 pommes. Que vaut l'écart type de ce jeu de données? Si j'ai 10 sacs de 10 pommes, en gros vous avez 10 fois la donnée 10 qui revient. Donc si vous faites une variance, c'est-à-dire l'écart entre les données, comme vous avez à chaque fois 10 comme données, vous n'avez pas d'écart entre les données, donc la variance vaut 0. Vous pouvez également calculer avec la formule et vous obtiendrez évidemment 0. J'ai devant moi 3 boîtes contenant des boules rouges. Je sais que les deux premières boîtes contiennent 5 et 4 boules. Je dois deviner le nombre de boules de la troisième boîte, sachant que la médiane dans une boîte vaut 5. Donc, si je sais que la médiane vaut 5, ça veut dire que je sais que ici, c'est 5 qui est la médiane. Donc, ça veut dire que ma troisième boîte doit avoir plus de 5 boules, ou bien 5 également, parce qu'on va avoir comme données 4, 5 et la troisième boîte. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 5 boules dans la boîte. D'accord? Parce que si j'ai 5 comme réponse, mes données sont 4, 5 et 5. La donnée du milieu est la médiane, c'est donc bien 5. Tandis que si j'avais 4 comme nombre de boules, j'aurais 4, 4 et 5. Et là, j'aurais 4 comme médiane. Donc il faut qu'il y ait au moins 5 boules dans la boîte. Dans le jeu de données suivant, le troisième quartile. Donc je rappelle qu'il faut remettre les données dans l'ordre. Donc 2, 6, 7, 14, 19. Le troisième quartile, c'est la donnée qui met un quart de données à gauche, 3 quarts à droite. Donc 2, 6, 7, 19. Je vais le noter ici. Voilà. Donc hop,
Voilà, donc 2, 6, 7, 12, 19. Donc la donnée qui met 3 quarts de données à gauche et 1 quart à droite, c'est le 12, parce qu'on met 3 données à gauche du 12 et une donnée à gauche du 19. On a donc bien une donnée par rapport aux 4 qu'on met de côté, c'est bien 1 quart de données, et 3 données, c'est bien 3 quarts de données, donc le 12 est le troisième quartile. Voilà. Oh, c'était 14, pardon. 14, voilà. Ensuite, si je rajoute la donnée 9, que devient le troisième quartile? Eh bien, si je rajoute le 9, vous voyez, ça va donner ceci. 9, 14, 19. C'est pareil, il faut mettre une donnée à droite et 3 données à gauche. Donc, c'est-à-dire que le troisième quartile, c'est 9 et 14. Mais non, on ne met pas évidemment 9 et 14, on fait donc 9 plus 14 divisé par 2. Égale 9 plus 14, le tout divisé par 2. C'est donc 11,5, le troisième quartile. Voilà, et dans le jeu de données suivant, que vaut le deuxième quartile? Ça, il faut savoir que le deuxième quartile, c'est la médiane, c'est donc la donnée du milieu, et là, 4, 9 et 11, c'est 9 la donnée du milieu, donc le deuxième quartile, c'est 9. Et voilà, on a terminé ici. Donc, j'espère que pour vous, ça a bien été. Et là-dessus, je vous dis du coup bon courage pour votre travail à l'examen. Donc, pour rappeler au niveau de l'examen comment ça se passe, eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir des questions exactement comme en janvier, puisque c'est un examen à distance sur Moodle. Vous allez avoir des questions exactement comme en janvier, donc des questions à choix multiples comme on a ici, des questions où j'attends une réponse numérique sur les stats, donc on va voir toute la matière des stats. Donc cet examen ici, c'est un bon exercice, mais vous ne rencontrerez pas la même chose, parce que par exemple, je ne vais pas vous demander de faire un graphique. Je vais vous donner un graphique et je vais vous dire, là sur ce graphique, est-ce que il te semble correct ou pas, pourquoi? Enfin voilà, les questions sont un petit peu différentes. Maintenant, je peux vous demander de compléter des données dans un tableau, je peux vous demander de calculer une moyenne, une variance, une covariance, un coefficient de corrélation. Je peux vous demander tout ce genre de trucs, mais ça n'est pas exactement pareil que l'examen. Évidemment, les compétences sont les mêmes. Hein. Évidemment, il faut savoir faire la même chose avec cet examen qu'avec l'examen que je vous demande en ligne. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions encore avant l'examen, à m'envoyer un mail, à me poser des questions. Donc voilà, je suis même disponible si j'ai pas un examen à ce moment-là, évidemment, pour se voir sur Teams si vous avez besoin, puisque je n'étais pas là la fois dernière et que j'étais obligé de vous faire cette vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Là-dessus, j'espère que tout ira bien pour vous. Je suis sûr que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite vraiment un bon courage à tous pour vos examens. Et j'espère qu'on pourra se revoir en vrai malgré tout, même si je vous souhaite évidemment de réussir, donc pas vous revoir l'année prochaine dans ma classe, mais au moins se croiser en vrai dans les couloirs, ce serait bien. Et c'est la dernière chose que j'ai à vous dire. Et donc vraiment, bon courage à tous pour vos examens. J'espère que ça va bien se passer. Au revoir.